Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans eBIM, le podcast de Man Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siam Amokrane et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction: le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Aujourd'hui, nous allons encore parler BIM pour l'architecture, mais sous l'angle de l'éducation et de l'importance cruciale de sensibiliser les étudiants au BIM dès leur formation initiale. En effet, les jeunes acteurs acquièrent des compétences technologiques, mais pas toujours celles de l'intégration du BIM en tant que processus. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corinna Mansuy, une personnalité très active dans le domaine du BIM et de l'architecture, et ce, depuis plusieurs années. Corinna a expérimenté plusieurs approches dans divers contextes. Elle partagera ses expériences et sa passion pour lever les obstacles qui entravent l'adoption du BIM, comme les mauvaises pratiques ou encore le manque de connaissances. Et bim, Corinna, c'est à toi. Bonjour Corinna et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Siam, merci de ton invitation aussi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler de ton parcours ? Alors, je suis architecte d'origine. J'ai fait mes études au Chili il y a maintenant quelques années. Je suis revenue habiter en France et j'ai commencé à travailler tout d'abord dans une agence où on utilisait Archicad pendant 5 ou 6 ans. Par la suite, j'ai changé d'agence et là, je me suis mis à Revit. Et pour trouver plus d'efficacité dans mon quotidien de production, j'ai commencé à m'intéresser au BIM pour trouver déjà une manière plus efficace et plus structurée de produire. J'ai fait la première formation de BIM manager en France il y a maintenant 10 ans. On était une petite trentaine à l'époque, ça a bien changé depuis. Et depuis, j'ai travaillé en agence et actuellement en école d'architecture pour déployer la modélisation 3D et le BIM. Ça fait donc longtemps que tu utilises Revit, Corinna, et notamment en agence d'architecture. Quel constat as-tu fait de son utilisation ? Alors tout d'abord, j'ai acquis l'expérience de plusieurs années en travaillant moi-même en production et en ayant moi-même le besoin de mieux structurer mon travail pour ensuite me rendre compte que je pouvais aider mes collègues, mes collaborateurs à mieux se débrouiller en agence. Et surtout les jeunes collègues récemment sortis de leurs études qui avaient parfois des très bonnes connaissances techniques du logiciel, mais manquaient énormément de pratique et de structuration, d'organisation de leur travail. Et du coup, tu parles justement de tes jeunes collègues qui manquaient de pratique et d'organisation. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à intervenir justement dans les écoles d'architecture sur ce volet-là ? Et donc, en quoi consiste cette intervention ? Ça s'est plutôt fait en 2 temps. Une première partie où j'ai commencé moi-même à faire des formations en interne avec mes collègues jeunes et moins jeunes pour déjà leur donner une base commune. Et ensuite, on m'a proposé de donner des cours en école d'archi. Et là, j'ai vraiment sauté sur l'occasion parce que je me suis dit qu'il fallait remonter à la source et leur inoculer les bonnes pratiques dès le berceau pour qu'ils aient le plus longtemps possible de pratique et arriver en agence déjà BIM ready. Très bien dit. Et alors, quel constat, justement, tu fais de l'intégration du BIM dans les écoles d'architecture ? Est-ce que c'est suffisamment intégré ? Alors, je pense que c'est encore, on en est au tout début. Enfin, au niveau des premières années, moi, j'interviens en première et deuxième année. Donc, c'est vraiment dès le démarrage de leurs études. Donc, c'est un peu difficile de leur inculquer toutes les connaissances du BIM, mais avoir déjà des bonnes bases et de leur montrer que quand on commence une maquette, on commence par la structure et on déploie petit à petit, comme on construit dans la vraie vie, on construit un bâtiment numériquement de la même manière. Et alors, par rapport à justement à tes interventions, par rapport à l'interaction que tu vas avoir avec les étudiants et les professeurs, quel est ton retour d'expérience aujourd'hui ? Comment est-ce que c'est
perçu? Est-ce que tu as une adoption qui est importante? Alors pour les professeurs, c'est perçu comme un besoin. Il n'y a rien à y faire, on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, les technologies sont là, les méthodos se mettent en place. Et donc de l'intégrer dans le cursus dès les premières années, ça me paraît quelque chose de très louable déjà, parce qu'ils ne maîtrisent eux-mêmes pas nécessairement toutes ces connaissances et ces outils. Donc s'il y a parfois un petit peu de réticence, ils se rendent bien compte que les étudiants en ont besoin. Et d'un autre côté, les étudiants sont super friands. Enfin, moi, je donne pour la 2e année un cours de renforcement en Revit et BIM. J'ai le double d'élèves que l'année dernière. Et il y a vraiment pas mal de demandes de la part des étudiants. Ouais. Du coup, Corinna, cette pratique du BIM et des logiciels en école d'architecture, est-ce que c'est quelque chose qui est justement qui est mené en parallèle ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive à s'interfacer avec les autres programmes ou les autres matières auxquelles les étudiants sont inscrits? C'est un enseignement qui arrive dès les premières années. Enfin, dans mon cas, c'est le 2e semestre de la première année, les 3e et 4e semestres de la 2e année. Et c'est un enseignement transversal qui se fait avec les profs de projet et en 2e année, notamment avec les profs de structure. Donc, on retrouve un peu l'organisation BIM, la collaboration BIM dans cet enseignement, ce qui est très utile pour les élèves parce que ils comprennent déjà la mécanique de la collaboration, de le fait d'avoir plusieurs données, plusieurs contraintes aussi, et de pouvoir y répondre avec leur modèle. Et on les pousse parfois à déployer des usages BIM un peu différents ou à utiliser les maquettes. Alors, dans mon cas, il y a deux versants. Il y a un accompagnement qui est pour l'apprentissage de la modélisation 3D, ainsi que de rendu, de post-prod. On fait des vidéos, on fait des rendus. Et il y a un autre versant qu'on appelle un lab. Et là, c'est franchement que du BIM. Là, je leur demande de reprendre une maquette qu'ils ont déjà créée pour leur projet précédent et qu'on BIMise. Donc, on saucissonne en différents sous-projets. On va produire des maquettes à partir de celles-ci. Enfin, par exemple, extraire la maquette structure, extraire des données, en intégrer. Donc, jouer un petit peu avec ces différents outils et leur mettre déjà dans les mains toute la panoplie des outils qu'on utilise en BIM par la suite. Oui, elle est au-delà juste de la modélisation 3D. Exactement. Pour faire joli, quoi. Enfin, savoir que la modélisation 3D, c'est bien, mais le BIM, c'est encore autre chose. Alors, Corinna, je ne sais pas si tu évoques la question du BIM manager avec tes élèves ou tes étudiants. Mais aujourd'hui, on sait que c'est un profil qui évolue. C'était quelque chose dont on parlait beaucoup il y a 15 ans. Bon, maintenant, ça évolue beaucoup. Et alors, selon toi, qui voit une perception plutôt de la jeune génération, mais également l'évolution du métier à travers tes passages dans les agences, comment est-ce que tu vois ce profil évoluer, selon toi, aujourd'hui ? Alors, je pense que le BIM manager, c'est déjà un rôle qui est nécessaire. Enfin, avoir un chef d'orchestre qui organise le travail de tous les partenaires, c'est essentiel pour que ce travail soit efficace déjà. Ensuite, ça demande quand même d'avoir des compétences techniques, donc avoir quand même pas mal de bouteilles, on va dire, parce que on s'improvise pas BIM manager seulement avec la théorie qu'on peut lire ou apprendre par-ci par-là. Donc, je pense que l'expérience déjà, c'est primordial. Ensuite, travailler dans le BIM pour un architecte, il n'y a pas seulement le rôle de BIM manager. C'est nécessaire, c'est très utile en phase conception quand c'est l'architecte qui prend ce rôle-là. Mais je pense surtout que le BIM, c'est le travail de tous, à toutes les échelles et à tout moment. Donc c'est quelque chose que j'ai rencontré en agence où justement il y avait des collègues qui étaient peut-être plus appétents et qui avaient la volonté d'acquérir ces connaissances. Et du coup, ce qu'on faisait, notamment chez Atelier 234, c'est que dans chaque équipe, il y avait un BIM référent qui était celui qui était en contact ou en relation directe avec le BIM manager de l'agence ou du projet dans lequel il travaillait. Mais il y avait quand même un rôle spécifique, notamment pour concentrer tout ce qui est mise à jour de maquettes, intégration des partenaires, etc. Donc c'était plutôt bien organisé. Ouais. Donc ça reste un rôle quand même malgré tout qui va perdurer puisqu'on continue finalement à avoir des projets BIM, on continue à avoir besoin de ce chef d'orchestre. Pour moi, c'est l'équivalent d'un chef de projet qui, en plus, a des compétences de BIM. Mais ce n'est pas un rôle en plus. Ça peut être intégré dans les nouvelles générations d'architectes qui vont sortir des écoles. Déjà, avec ces compétences-là, il n'y aurait pas besoin de rajouter une couche de BIM puisqu'elle existera déjà dès leur sortie d'école. Oui, c'est une culture qu'ils auront acquis. Ils arriveront justement avec cette culture-là qu'ils perfectionneront avec la pratique, en fait. Exact, ouais.
Alors, justement, pour rebondir un petit peu sur ce rôle de BIM manager ou de gestionnaire du BIM, notamment dans une agence d'architecture, est-ce que tu peux revenir avec nous un petit peu sur les usages que tu as réussi à déployer en agence d'architecture dans lesquels tu as travaillé? La première chose, c'est le document partagé avec les bonnes pratiques, les petits dashBIM où les différents collaborateurs présentaient un sujet qui leur tenait à cœur et sur lequel ils avaient envie de montrer leur expérience, leurs résultats, ou au contraire, ce qu'ils avaient loupé, parce que c'est aussi source d'enseignement. Pour ma part, j'avais en charge la création, la mise à jour de tous les gabarits de l'agence, par catégorie. Alors, quand je suis arrivée, il y avait seulement les bureaux qui étaient en BIM. On a déployé tout ce qu'il fallait, gabarit, bibliothèque, pour le pôle logement, pour le pôle paysage. Et dernièrement, avant de partir, on était en train d'incursionner dans la partie urbain. Donc, par exemple, dans le pôle logement, le gabarit intégrait déjà tous les paramètres, les mises en page, des plans de vente qu'on allait faire par la suite. Donc, c'est des choses qu'on essayait d'anticiper. Tout ce qu'on était sûr qu'à être intégré dans le projet l'était au minimum intégré dans le gabarit et ensuite déployé par la suite. Et tu m'avais parlé d'une démarche agile que tu avais essayé de mettre en place justement dans l'agence. Oui, justement, c'était pour éviter de commencer un projet, se retrouver 2 mois après avec les collaborateurs dans la mouise en train de dire on n'a pas réussi à faire ceci, on a été bloqué par cela, on ne savait pas comment faire, donc finalement on a fait comme si, au lieu de suivre les processus qu'on leur avait proposés. Donc ce qu'on avait commencé à faire, c'était pour les projets où il y avait vraiment une équipe complexe ou des projets qui duraient longtemps, plusieurs années, où on avait vraiment besoin de ne pas perdre le fil du développement de projet. Donc, c'était déjà faire des revues de projet, mais côté BIM, toutes les semaines, savoir ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas réussi à faire, ce qu'on va devoir faire pour essayer d'anticiper ce qu'on devait déployer. Par exemple, s'il y a un sujet particulier sur lequel on n'est pas à l'aise, on organise un atelier, on fait participer des personnes pour qu'ils acquièrent les outils ou les connaissances qui leur manquaient. Ce qu'on faisait aussi, alors ça a été vraiment pour 2 gros projets, la rénovation d'une tour à la Défense et le centre aquatique olympique à Saint-Denis, où là on a fait une rétrospective pour justement vérifier ou pas que ce qu'on avait mis en place avait été utile, était bien, ou si on avait besoin de l'améliorer dans le processus, comme dans la conformation de l'équipe, les outils employés, etc. Donc ça a été pas mal parce que justement, ça nous a permis d'améliorer notre workflow, notamment avec le pôle image qui avait besoin d'alimenter aussi, de s'insérer dans le processus. Oui, une démarche très tournée quand même, retour d'expérience, capitalisation des connaissances. Alors, il faut savoir que dans les grosses agences comme Atelier 234, il y a énormément de turnover. Donc, si on ne met pas en pratique un processus cohérent sur lequel à tout moment une personne peut se greffer et continuer. Enfin, s'il n'y a pas cette connaissance du savoir-faire de l'agence en amont, on peut avoir des gros dégâts. Très bien. Pour continuer sur cette idée d'amélioration continue, de valorisation des compétences et de validation justement des acquis, que ce soit des collaborateurs ou des étudiants, on a évoqué ensemble la question de la certification Building Smart qui atteste justement d'une bonne connaissance du BIM et de ses fondamentaux. Quelle est un petit peu ta position par rapport à cette certification ? Alors à vrai dire, j'en avais pas auparavant. Mais dernièrement, je commence à collaborer avec des projets en Suisse et les Suisses sont très demandeurs de certification, notamment celle de Building Smart. Pour y participer, on doit avoir la certification. C'est quelque chose qui est très demandé là-bas. Alors, ça ne m'étonne pas parce qu'en Suisse, ils parlent déjà 3 langues. Donc, déjà, d'être d'accord sur la codification de leurs fichiers, leur nommage, etc., ça me paraît le b.a.-ba du BIM, de pouvoir mieux communiquer avec n'importe quel interlocuteur. Moi-même, la formation de BIM Manager que j'ai faite, elle date d'il y a 10 ans. À l'époque, il y avait 1/3 du quart, du centième de tous les documents qu'il y a sur le BIM actuellement. Donc, c'est aussi une manière de mettre en valeur toutes mes compétences acquises depuis toutes ces années avec un document qui l'atteste. Oui, et qui est international. Exactement. La Suisse, c'est international. Voilà. Et dans le cadre de ton intervention en Suisse aujourd'hui, tu interviens avec G-Architecture ?
Alors, G-Architecture, c'est un espèce de collectif pluridisciplinaire. Il y a des architectes, il y a une graphiste. Enfin, c'est un truc qu'on est en train de monter. L'idée, c'est qu'on répond à des concours, à des appels d'offres et la configuration se met en place selon le type de projet. En ce moment, je suis en train de m'occuper, encore une fois, de faire des gabarits, mais version suisse. Donc, je commence quasiment de zéro à nouveau, mais c'est très intéressant. Alors Corinna, je suis très contente de te recevoir. Tu es la première invitée femme de la saison. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question et de te demander, selon toi, qu'est-ce que le BIM au féminin ? Alors, le BIM au féminin, je te dirais qu'au départ, c'était pas gagné. La formation de BIM manager d'il y a 10 ans, on était sur une vingtaine, on devait être 3 filles. Ce qui n'est pas énorme. Depuis, ça a bien changé. Enfin, je croise de plus en plus de BIM manageuses et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je pense déjà que le fait d'être femme, ça oblige à un petit peu se démarquer des autres, au moins dans le milieu de l'architecture et du BTP. Donc, on est peut-être plus consciencieuse, on a peut-être plus l'habitude d'organiser notre travail avant de se lancer. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui se marie très bien. Je refais une parenthèse du côté de mes étudiants. Cette année, dans le cours optionnel, le lab Revit BIM, il y a quasiment 80% de filles. Donc ça montre l'intérêt et j'en suis ravie. Bon, la relève est assurée alors. La relève est assurée, elle arrive bientôt. Eh bien, merci beaucoup Corinna d'être venue jusqu'à nous. Merci pour cet échange très intéressant et puis je te souhaite beaucoup de succès avec G-Architecture. Je te remercie Siem pour ton invitation. C'était vraiment très intéressant cet échange. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Man & Machine pour continuer la discussion. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.